l'été est souvent synonyme de liberté, de chaleur et de moments partagés, il peut aussi en un instant virer au drame. Un plongeon mal évalué, un soleil trop brûlant, un orage soudain et tout peut basculer. Noyades, brûlures, piqûres de guêpes ou coups de chaleur, des situations qui paraissent anodines mais qui font pourtant des centaines de victimes chaque été. Alors comment profiter de l'été sans se mettre en danger? Quels gestes peuvent réellement sauver une vie? Sauveteurs en mer, urgentistes, spécialistes, ceux qui sont en première ligne nous livrent leurs conseils parce que face à l'urgence, être préparé peut tout changer. Ces gestes qui sauvent votre été, c'est un documentaire signé Gabriel Bray et Erwan Thomas. Au bord de la mer, à la montagne, à la campagne et même en ville, l'été rime souvent avec détente et farniente. On passe par là. Au programme, balade, baignade ou pique-nique pour profiter des longues journées ensoleillées. Mais l'été est aussi la saison de tous les dangers. Normalement, on se gère. Là, c'est pas géré. Sur la côte basque, les sauveteurs sont sur le qui-vive, prêts à secourir des nageurs en détresse. Ça va, t'es en combien? En montagne, des randonneurs se font surprendre par des orages, avec le risque d'être foudroyés. Ça a tapé dans l'arbre et en fait après ça a irradié les personnes qui étaient en dessous, puis d'un seul coup tout le monde est tombé là. Il y en a 7 qui sont tombés. Piqûres d'insectes, Est-ce que vous m'entendez? Faites juste oui par la bouche. brûlures ou coups de chaleur. Face à ces risques, il est possible d'éviter les accidents et de sauver des vies grâce à des gestes simples. Pour vérifier s'il respire, je vais devoir faire une bascule prudente de la tête en arrière pour libérer ses voies aériennes. En gros l'idée c'est qu'il n'y ait qu'un point de contact avec le sol. Des gestes de premier secours que nous pouvons tous apprendre Vous les avez sauvés, bravo. pour passer l'été en toute sérénité. Ah, l'océan, son sable fin et le doux bruit des vagues. L'été, le bord de mer est la destination préférée des Français. Si le soleil et les rouleaux font la joie des vacanciers, il suffit de quelques secondes pour que la baignade tourne au cauchemar. C'est ce qui est arrivé à Jean-Christophe Chevalier. Le 13 août 2024, il nage dans les vagues pour prendre en photo les rouleaux. Alors qu'il se trouve pourtant dans la zone de baignade surveillée, il se fait surprendre par le courant. Je fais quelques photos, des beaux rouleaux pour le coup, et je constate que j'ai plus pied. Donc je me dis, bon, je vais me rapprocher un peu du bord. Je fais quelques mouvements de brasse, un peu de difficulté, mais pas de panique pour l'instant. On se dit, c'est normal, il y a du courant. Je vais faire comme ça m'arrive d'autres fois, je vais revenir. Puis on se rend compte qu'on a beau faire des efforts, on n'arrive pas à revenir. Je me dis, là, il va falloir faire quelque chose, je ne peux pas rentrer. J'ai vu la sauveteuse à l'époque qui a pris ses jumelles et là, j'ai levé le bras. Parce en plus, il y avait beaucoup de vagues et quand je me mettais sur le dos, je recevais de l'eau sur le visage. Donc j'étais en brasse, mais stationnaire finalement. Donc elle approchait, je m'en doutais, mais je pouvais que m'en douter. Je commençais à avoir des difficultés à rester à la surface de l'eau. Je commençais à m'essouffler. Je me suis dit, pétard, est-ce que je vais m'en sortir, quoi? Donc j'ai jamais eu aussi peur. 2 ans après, Jean-Christophe reste profondément marqué par cette frayeur. Une fois que vous êtes emporté par l'océan, vous lui appartenez. Si vous êtes tout seul, vous lui appartenez. Donc vous êtes dépossédé de toutes vos capacités de survie. Jean-Christophe s'est fait piéger par un danger invisible depuis la plage et pourtant très présent sur la côte atlantique, les baïnes. Ouais, juste là. Mais là, on la voit hyper bien. Hein. Regardez cette mousse jaune. On est vraiment en face, là. Vu du ciel, on peut distinguer la baïne au centre de l'image, là où la mousse est emportée vers le large.
De part et d'autre, les vagues viennent s'écraser sur les bancs de sable. Mais pour s'évacuer, l'eau creuse la plage et crée un trou d'eau, une sorte de petit bain, une baïne en patois landais. Un sillon de plusieurs mètres de large qui crée des courants d'arrachement extrêmement puissants. En quelques secondes, un baigneur imprudent peut être emporté à plusieurs dizaines de mètres au large. L'erreur à pas faire, c'est de voir un trou d'eau où il n'y a pas de vague et se dire bon, c'est le meilleur endroit pour se baigner. Et en fait, non, c'est le pire endroit parce que le courant s'accumule et emporte vachement vers le large. Et là, on voit la baïne, elle emporte vraiment à 200 mètres du bord. On dénombre près de 600 baïnes sur tout le littoral atlantique, soit une tous les 400 mètres. Mais rassurez-vous, il est possible de s'en extraire en adoptant les bons réflexes. Si jamais on n'a pas un bon niveau en natation, l'idéal c'est qu'il y ait quelqu'un sur le bord pour prévenir soit les pompiers ou le 112. Si vraiment il n'y a personne sur la plage, il va falloir essayer de nager sur les extrémités, soit côté droit, soit côté gauche. Et surtout pas nager à contre-courant parce que on va se fatiguer. Ça va durer un peu de temps parce que les baïnes sont assez larges. Et c'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir. Bon, maintenant que vous connaissez les dangers des baïnes, récapitulons. Si vous êtes pris dans le courant, laissez-vous porter sans paniquer. Agitez les bras pour prévenir les sauveteurs. Mettez-vous sur le dos, le courant devrait vous porter naturellement jusqu'à la sortie. Une fois hors de danger, nagez parallèlement à la plage avant de regagner le bord. Oui, Cobra, la plage des Cavaliers te reçoit bien fort et bien clair et te souhaite une magnifique journée. Sur les 8 plages surveillées d'Anglet pour protéger les baigneurs, 2 jet skis viennent en appui des 90 sauveteurs. À marée haute, les vagues peuvent atteindre plusieurs mètres de haut et se brisent violemment sur le sable. Si elles font le bonheur des vacanciers, c'est un moment critique pour les sauveteurs. Ça va? Normalement, je te gère. Ouais. Là, j'ai pas géré. Patchy, chef de poste depuis 5 ans sur cette plage, connaît bien le danger de ces vagues de bord. Cette vague, là, elle va casser directement au bord. C'est-à-dire que les gens ils vont passer direct de la phase où ils ont pas pied à être sur le sable. Et donc si quelqu'un il se fait prendre par le haut de la vague, il va se faire taper sur le sable, il a un risque de se faire mal dans tout ce qui est au cou, cervical, le dos, etc. Celle-là, c'est un bon exemple. Et le risque après, c'est de se refaire remporter et de faire ce cycle où on n'arrive pas à sortir de l'eau. Ces vagues déferlent par série. Pour s'en extraire, le mieux est d'attendre une accalmie. Ou alors de passer sous la vague. Et en cas de détresse... Ça va? Ça va, t'es au combien? Le bon réflexe est encore une fois de lever les bras pour alerter les sauveteurs. Quand on ne connaît pas, je comprends que ce soit difficile. Mais bon, faut essayer d'être conscient de ses compétences physiques, quoi. Face au risque de noyade, les sauveteurs d'Anglet multiplient les entraînements. Aujourd'hui, c'est en présence de touristes qu'ils vont réaliser cet exercice. On va se rapprocher un peu du 4x4, comme ça on va voir un peu. Et après, je vous parlerai des stades de noyade, etc., comment ça se passe. Antion et son équipe ont choisi un scénario fréquent, celui d'un nageur en détresse au large. Un des sauveteurs se précipite dans l'eau. Passe la flamme, Noah. Là, le sauveteur, il a chaussé ses palmes. Il part à la nage jusqu'à la victime. Les secouristes ont mis au point une technique révolutionnaire. Le sauveteur est équipé d'une bouée et une longue corde le relie en permanence à la plage. La bouée est ensuite gonflée puis placée autour de la taille du nageur en détresse. Et on attend le signe et dès qu'il a fait le signe, ils vont commencer à tirer. Pour les sauveteurs restés sur la plage, il suffit alors de tirer sur la corde pour ramener le plus vite possible la victime et commencer les soins. Ils essayent de tenir la tête au maximum pour pas qu'elle tombe en arrière.
C'est le premier stade de noyade. La personne est consciente. On parle alors d'aquastress. Le stade post-stress, c'est ce qui arrive le plus souvent sur les plages, en tout cas d'Anglette. C'est la panique. C'est la panique, ça stresse, ça boit la tasse comme tout le monde, mais c'est boire la tasse un peu plus poussé quand même. Si jamais ça vous arrive, il faut garder les voies aériennes toujours à la surface. C'est hyper important. Et si vous arrivez à sortir une victime de l'eau, vous arrivez, c'est génial. Et voici la bonne technique. Il va l'attraper sous les aisselles en tenant la tête. On va la relever. Il faut passer ses bras sous les aisselles pour protéger la tête et les cervicales. Une fois hors de l'eau, la prise en charge n'est pas terminée. La position idéale, ce sera la position demi-assise. Si jamais vous êtes tout seul et qu'il n'y a pas de surveillance, il faut contacter le 15 le plus rapidement possible. Et si jamais dans l'eau, vous n'êtes pas en capacité d'aller la chercher, on peut appeler le 18 qui sont en capacité aussi, eux, spécialisés pour faire du sauvetage en mer. Il n'y a pas de manipulation pour faire sortir Non, l'eau? pour l'instant, non. Nous, la manipulation qu'on a, c'est sortir la bouteille d'oxygène, mettre un masque à inhalation et le laisser bien respirer. Mais il arrive que la victime perde connaissance après avoir inhalé une grande quantité d'eau. Et dans les cas les plus graves, qu'elle fasse un arrêt cardio-respiratoire qui impose une réanimation. Donc là, il va commencer par 5 insufflations. Il faut bien basculer la tête en arrière, envoyer 5 insufflations au niveau de la bouche. Place maintenant au massage cardiaque. On va commencer les 30 compressions. Donc le point de repère pour retenir, c'est entre les deux tétons. On essaye de placer la paume de la main entre les deux tétons. Il faut appuyer énergiquement et très vite. 2 compressions chaque seconde pour que le cerveau reste irrigué. Adulte, toujours avec 2 mains. Enfant, en fonction du gabarit, 1 main. Et après, les nourrissons, ça sera avec 2 doigts. Et au bout des 30 compressions, il refera les 2 insufflations. Pour résumer, voici les gestes essentiels en cas de noyade. Vérifiez si la victime respire pendant 10 secondes. Si ce n'est pas le cas, commencez le massage cardiaque. Placez vos mains au centre de la poitrine et appuyez fortement sur la cage thoracique pour qu'elle s'enfonce de 5 à 6 cm. Chez l'adulte, réalisez 30 compressions puis 2 insufflations. Chez l'enfant, ce sera 15 compressions puis 2 insufflations. Poursuivez cette opération jusqu'à l'arrivée des secours. À marée basse, quand la mer est calme, les conditions sont idéales pour se baigner en toute sécurité. Mais il arrive que de petites bêtes jouent les troubles fêtes. Touche pas là. Cette jeune fille vient d'être piquée alors qu'elle nageait à quelques mètres du bord. Ouais, c'est un peu douloureux, ça brûle quoi. D'autres nageurs souffrent aussi de piqûres et sont pris en charge par les sauveteurs. Sans attendre, les secouristes décident d'évacuer la zone de bain. Le coupable, c'est cet animal qui flotte à la surface de l'eau. Il ne s'agit pas d'une méduse, mais d'une physalie. Ses tentacules peuvent atteindre 10 mètres de long et sont munis de petits harpons qui libèrent du venin lorsqu'ils pénètrent dans la peau. Les sauveteurs doivent agir vite, car les filaments encore accrochés continuent de diffuser le venin. Le remède est étonnant et rare dans un sac de plage. C'est mousse à raser et spatule. C'est les recommandations que nous ont donné les médecins du SAMU. Si vous n'avez rien de tout cela sous la main, une carte de crédit ou du sable frotté sur la peau feront l'affaire. Je l'ai passé en clip, puis après, à un moment donné, ça comme une électricité. C'est là ou il y a d'autres endroits? Ouais, ça pèse. C'est bon? Vous pouvez aller vous rincer dans l'eau de mer. Essayez de ne pas vous refaire piquer, mais bon, normalement, il n'y a pas trop de risque. Monsieur, restez-vous juste là, vous prenez l'eau et vous allez pas dans l'eau. Il n'y a plus personne là, l'eau. Non, on a mis le drapeau rouge. À cause de là, il y a eu plein de piqûres d'un coup. Ça va mieux ou pas? De l'eau de mer pour rincer, mais surtout pas d'eau douce qui pourrait aggraver les symptômes. On va fermer sur le coup d'une demi-heure, je pense. J'attends que ça passe. Ouais, on a pris une dizaine de piqûres d'un coup. Du coup, on a fermé le temps de traiter tout le monde. On attend que ça passe un peu. On va rouvrir dans une demi-heure, je pense. Et si les douleurs persistent? Mets tes mains dans la bassine, s'il te plaît.
Les gens, ils avaient toujours mal. Et du coup, le SAMU, ils nous ont dit de mettre eau de mer, vinaigre et d'essayer de faire chauffer, ça devrait faire moins mal. Et on peut voir ici, par exemple, le chapeau, il pique pas. Et en fait, tout ce qui pique, c'est tous les filaments qu'il y a autour. Même lorsque l'animal est échoué hors de l'eau, il ne faut surtout pas le toucher. Ces filaments restent très urticants. Encore sous le choc, cette jeune fille est prise en charge au poste de secours. Les filaments ont formé ces marques sur sa peau. Ça va à combien sur 10 là? 8. 8? Ça a augmenté comparé à tout à l'heure? Non, tout à l'heure, c'était 12. 12? Là, ça va se calmer. T'as pas envie de vomir? Non. Je vais vérifier une dernière fois qu'il n'y a pas un tout petit filament qui reste. Ok, bah là t'es bon. Si jamais ça va pas mieux, tu viens nous voir au Mirador. Ces cicatrices devraient mettre plusieurs jours à disparaître. À quelques mètres de la plage, dans les nombreux campings du bord de mer, l'été rime aussi avec le retour des repas en plein air et d'un incontournable, le barbecue. Mais cette activité n'est pas sans risque et chaque année, on recense près de 200 accidents. Premier danger, tenter d'accélérer la combustion en utilisant des liquides inflammables comme de l'essence ou du white spirit. Comme dans cette vidéo où cet homme, dans la panique, met le feu à son jardin. Ou sur ces images, un homme jette un liquide inflammable sur les braises et crée une énorme boule de feu. Par miracle, il s'en sort indemne. Le danger est encore plus grand dans les campings et les zones boisées. En quelques secondes, un feu de forêt peut s'y déclarer. 90% des incendies sont d'origine humaine. Pierre-Élisée Bartoli est formateur en prévention incendie. Pour préparer un barbecue en toute sécurité, voici ses conseils. Notre barbecue, il est sur un plan stable et en un endroit dégagé autour de nous, où il n'y a pas de combustible. En plus de tout ça, on pense bien à notre tuyau d'eau, d'accord, qui est à proximité, au cas où ça déborde et qu'on puisse arroser immédiatement. Et il n'y a plus qu'à allumer le barbecue. Et là encore, il faut être prudent. L'allume-feu, on s'en sert en préparation du barbecue. On en met bien de partout pour que le feu puisse se propager dans le barbecue. Et ensuite, on le range et on s'en sert plus du tout. On n'en a plus besoin. Car la brûlure peut arriver plus rapidement qu'on ne le pense. Dans cette simulation, nous avons reconstitué une brûlure grave. Sa surface dépasse la moitié de la paume de la main et des cloques se sont formées sur la peau. Allez, viens. Il faut donc agir vite pour stopper l'aggravation de la brûlure. Tu peux aller allumer le robinet d'eau, s'il te plaît? Mets tes jambes de l'autre côté. Greg, tu peux appeler le 112? Je dis que Laura s'est brûlée, c'est une brûlure grave au niveau de l'avant-bras. Le 112 est le numéro d'urgence européen. Ça va aller? Une fois la victime hors de danger, ouais, mais ça va le faire, ça va le faire. Il est temps de prodiguer les gestes de premier secours. Je vais juste arroser un petit peu. Donc là, on va refroidir pendant une dizaine de minutes. On va essayer de refroidir, c'est pour éviter que la brûlure s'étende de plus, puis pour réduire la douleur également. Donc là, on voit bien que c'est une brûlure grave. On va surtout rien mettre dessus, pas d'antiseptique, pas de corps gras, pas de tissu, rien du tout. En cas de brûlure, pas de panique. Voici les gestes à retenir. Commencez par éloigner la victime de la source de chaleur. Appelez un numéro d'urgence, le 15, le 18 ou le 112 pour alerter les secours. Refroidissez la brûlure avec de l'eau tempérée pendant au moins 10 minutes. N'appliquez pas de pommade, de crème ou de glace, cela pourrait aggraver la brûlure. Un air pur, du calme et des paysages majestueux. L'été, la montagne attire près d'un tiers des vacanciers. Un terrain de jeu idéal pour parcourir les sentiers de randonnée. Allez-y, hein. Pourtant,
chaque année, les accidents se multiplient. Je t'attends juste parce que je sais plus du tout où passer là. Glissades, chutes, erreurs d'itinéraire, durant l'été 2024, 2600 randonneurs ont dû être secourus. Simon Welfringer connaît bien ces dangers. Guide de haute montagne, il parcourt le monde à la découverte de nouveaux sommets à gravir. Et pour cet expert, avant une simple randonnée ou une expédition, il est essentiel de bien préparer son sac à dos. Je vais avoir cette petite trousse que j'emmène vraiment systématiquement, qui est vraiment le strict minimum. Donc dedans, ce que je vais retrouver, c'est tout ce qui est pansement en cas de blessure type saignement et du désinfectant. Je vais avoir quelques médicaments, des antidouleurs, des choses pour les douleurs de ventre. Ça, c'est une attelle de poche. Donc on va pouvoir poser en cas de blessure, par exemple sur une cheville, sur un bras, sur des cervicales, des choses comme ça. Ça peut quand même dépanner et rendre vraiment service en cas de problème. Toujours important de prévenir quelqu'un, mais quelqu'un qui a conscience de ce que c'est la montagne et à partir de quel moment on s'inquiète ou non. Au fond du sac, je rajoute toujours une petite frontale en cas de retour tardif. La doudoune, quand il se mettra à faire plus froid, je remballe. Et le plus important, l'hydratation et la nourriture que je laisse du coup tout en haut. Un petit bâton et c'est parti. 2 heures de randonnée sont au programme pour atteindre un lac d'altitude. Même si le chemin est balisé avec ses marques sur les arbres ou les pierres, il arrive que des randonneurs se perdent et mobilisent d'importants moyens de secours. Alors pour limiter les risques, gardez toujours sur vous un moyen de vous repérer, avec une carte ou votre téléphone. Les chemins sont balisés, mais une erreur d'inadvertance, des chemins il y en a plein, donc il faut toujours avoir la cartographie qu'on a analysée au préalable et la voir sur son téléphone, si possible hors ligne, comme ça on n'est pas dépendant du réseau. Et au fil de sa randonnée, Simon surveille l'évolution de la météo. Donc là, pluie dans l'heure, rien de prévu. En montagne, le temps peut très vite se dégrader. Un phénomène bien connu de ce guide, aussi ingénieur chez Météo France. Un des facteurs les plus importants, ça va être d'éviter les risques orageux. Contrairement au passage d'une perturbation qui est bien prévue par les services météorologiques, il peut arriver quasiment à n'importe quel moment. C'est le cas aujourd'hui. Le ciel commence à se charger au-dessus de Grenoble. Météo France a émis une alerte orange. Dans quelques heures, l'orage va frapper la montagne. Entre 200 et 500 personnes sont foudroyées en France chaque année. Une quinzaine d'entre elles décèdent. Les survivants voient leur vie bouleversée. Voilà, de mémoire, c'était juste derrière, entre le petit étang là et l'arbre qui est toujours là d'ailleurs. C'est celui-là. Le 2 septembre 2017, près du village d'Azeraï, en Meurthe-et-Moselle, Jocelyne et Serge assistent à un festival de musique quand une très forte pluie se met à tomber. Ils se réfugient alors sous une tente, quelques secondes avant que la foudre ne frappe. Ça a tapé dans l'arbre, donc c'est venu de là, en fait. Et puis c'est reparti de ce côté-là, donc je l'ai vu 2 fois comme ça. Et en fait, après, ça a irradié les personnes qui étaient en dessous. Puis d'un seul coup, tout le monde est tombé, là. Moi, j'ai vu juste une boule devant moi, j'étais figée. D'un seul coup, j'ai ressenti une douleur là, puis bon, voilà, plus rien. Ce jour-là, 14 personnes sont frappées par la foudre en même temps. On les appelle des fulgurés, car ils ont survécu à cet accident. Serge prodigue les gestes de premier secours sur Jocelyne, alors inconsciente. J'ai massé, j'ai fait du bouche à bouche, puis j'étais très content de voir ses jambes s'agiter comme ça. Mais je me suis dit, elle n'est pas morte. Là, elle a sacrée chance, hein. Après cet accident, comme les autres victimes, ces 2 survivants ont souffert de séquelles. Serge a ressenti une grande fatigue, des difficultés de concentration et une baisse de la vision. Jocelyne, elle, a subi de violentes douleurs articulaires. Alors, sur Jocelyne, on voit en fait la prise d'un côté, puis c'est ressorti de l'autre en fait, hein, voilà, puisque c'est le bras gauche. Ah ben moi, c'est la tête, ouais, c'est voilà. ressorti puis, là. Ouais.
C'est rentré de nouveau là, ça sorti par les pieds. Et j'ai senti mais vraiment de douleur. C'était coincé là, donc ça s'est décoincé au niveau là. Après ça s'est décoincé au niveau là. Ça s'est, petit à petit, ça s'est décoincé. Mais ça a mis 6 mois pour que je retrouve l'usage de la chambre. Le docteur Rémi Foussa est kéronologue, autrement dit, l'un des très rares médecins spécialistes de la foudre dans le monde. Il accompagne des dizaines de victimes afin de comprendre ce qui se produit dans le corps lors de ces accidents. On a difficilement idée d'où passe le courant. Il y a le grand classique, entrée au niveau de la tête, sortie au niveau des pieds. Mais le peu d'examens complémentaires qui montrent un trajet de courant dans le corps montrent que le courant, il peut faire un peu n'importe quoi. Tout organe peut être atteint. Si 90% des victimes survivent à l'impact de la foudre, la plupart vont développer des séquelles qui peuvent se manifester plusieurs semaines après l'accident. Vous avez quelqu'un qui est touché par la foudre, il va bien pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, et au bout des 6 semaines, apparaissent des problèmes d'ordre neurologique ou neuropsychologique, et c'est vraiment ces troubles-là qu'on va être amené à dépister et à rééduquer et à suivre et à soigner si on trouve les bons médicaments ou les bonnes rééducations. Il faut se dire, dès qu'on entend l'orage est à quelques dizaines de kilomètres, il y a déjà un risque de fulguration. On a des éclairs qui peuvent se projeter du front orageux jusqu'à 10 à 15 km devant. C'est souvent les premiers éclairs qui font les premières victimes. Si vous êtes témoin de cet accident, un massage cardiaque peut sauver la victime. Dès que le patient s'effondre par terre après une fulguration, s'il n'y a pas de pouls, on attaque le massage cardiaque. Et il faut vraiment le faire très vite parce que les patients fulgurés, le cœur repart quasiment dans tous les cas. Et on a 90% de cœurs qui repartent après une fulguration. Après quelques heures de marche, Simon arrive au lac de Crau. Dans le ciel, l'orage menace. Ce qui va être dangereux dans ces situations orageuses, en fait, c'est d'être à proximité d'une crête, d'un sommet, de quelque chose de saillant qui vraiment se découpe dans le ciel. Il est temps d'appliquer les consignes de sécurité. Si on a par exemple sur soi des objets métalliques, si on pratique l'alpinisme, la montagne, qu'on a du matériel d'escalade sur soi, on va essayer de le mettre dans un sac, quitte à rassembler tout le matériel métallique au même endroit, de le mettre dans un sac, de le poser à un endroit pas forcément abrité, mais surtout de le mettre à un endroit un peu éloigné du groupe de personnes qu'on est. Donc ça va être une des premières choses à faire. Une des choses à garder en tête, c'est si on est un groupe, donc de 3-4 personnes, ça va être de rester groupé, certes, pour ne pas se perdre de vue, mais de ne pas être trop proche non plus. Donc c'est se passer de 2-3 mètres pour pas créer quelque chose qui pourrait attirer la foudre et créer un point unique qui pourrait augmenter le risque. Ensuite, on va être à la recherche du coup d'un abri. Donc là par exemple, ce caillou qui est juste là-bas, on va essayer de se rapprocher de la paroi, mais de ne pas être collé à la paroi. Parce qu'en gros, la paroi peut être conductrice, et si on est collé avec notre corps à la paroi, ça peut augmenter ce risque. Reste maintenant à se mettre en sécurité pour que le corps ne conduise pas l'électricité. Ce sac, on va pouvoir s'en servir. Donc on va s'asseoir dessus pour s'isoler du sol. Et au niveau des pieds, on va essayer de les garder joints. En gros, l'idée, c'est qu'il n'y ait qu'un point de contact avec le sol. C'est pour éviter qu'en cas d'impact de foudre, je sois conducteur. Avec un seul point, c'est censé bien se passer. Et donc là, le mieux à faire, même si c'est pas confortable du tout, on patiente pendant que l'orage passe. Vous connaissez maintenant les précautions à prendre en cas d'orage. Récapitulons. Si vous êtes en groupe, espacez-vous de 2 à 3 mètres. Jetez tous vos objets métalliques à distance, car ils sont conducteurs. Essayez ensuite de vous réfugier sous un abri au sec, mais jamais sous un arbre, surtout isolé. Si ce n'est pas possible, asseyez-vous sur votre sac, pieds joints, pour limiter les points d'ancrage avec le sol. S'évader à la campagne. L'endroit idéal pour se mettre au vert et profiter d'activités en plein air.
Mais la quiétude d'une balade en forêt ou le plaisir d'un pique-nique peuvent être gâchés. Guêpes, abeilles ou frelons, quels sont les risques en cas de piqûre? Dans une forêt près d'Abbeville, une équipe du SMUR vient d'être appelée par la compagne d'un homme de 33 ans, en détresse respiratoire. Il s'est effondré. L'homme a été piqué par un insecte et son état est critique. Est-ce que vous m'entendez? Faites juste oui par la bouche. On va vous changer de position, vous serez mieux pour respirer, hein? D'accord? La victime est consciente, mais un gonflement de la langue obstrue ses voies respiratoires. Le médecin suspecte une réaction allergique à cause d'une piqûre de guêpe. Il s'est vraiment senti pas bien, il a dit on fait demi-tour, je me suis fait piquer. Je me suis fait piquer, donc il a bien dit qu'il lui a vu quelque chose. Il faut agir vite et les secouristes commencent par placer la victime dans une position plus confortable pour respirer. Mais le geste crucial, c'est l'injection d'adrénaline, seul moyen de stopper la réaction allergique. C'est sorti de l'adré ou non? Oui. Tu peux lui faire 0,5 mg en intramusculaire. Et puis après, on va lui faire des aérosols d'adré aussi. Ça peut aller très vite et obstruer de façon très rapide les voies aériennes. C'est quand même un risque vital à la prise en charge, disons. Hein. Quelques minutes après l'injection, l'homme reprend ses esprits. Ça va mieux, monsieur? Un petit peu, alors. Une piqûre n'entraîne souvent qu'une douleur localisée, un gonflement ou une rougeur, et la réaction disparaît au bout de quelques heures. En France, environ 4% des personnes sont allergiques au venin de guêpes, frelons et abeilles. Dans ce cas, la moindre piqûre peut entraîner une violente réaction. On parle de choc anaphylactique. La réaction allergique, elle apparaît lorsque notre corps est mis face à une toxine qu'il ne connaît pas. Il va développer effectivement une réaction immunologique et qui va dilater nos vaisseaux et nous faire une hypotension et aller jusqu'à éventuellement une perte de connaissance. Une réaction allergique qui a failli coûter la vie à Gérard Thénoux. Là, il y en a 7 qui sont tombés. Mais les guêpes, quand elles sont chez moi, comme j'en vois une comme là, hop, tout simplement. Et on n'en parle plus. Le 17 juillet 2024, il est piqué par une guêpe sur son exploitation agricole. Ce n'est pas la première fois qu'il fait une réaction allergique après une piqûre. Gérard possède chez lui des seringues d'adrénaline. Une course contre la montre s'engage pour les injecter, mais dans la panique, il peine à les utiliser. Donc la seringue est dans son étui. J'ouvre ma seringue et là j'enlève la protection d'usage et je me suis piqué dans la jambe immédiatement. Comme c'était la première fois, j'ai retiré la seringue et à ce moment-là, je me suis dit, mais zut, il faut laisser appuyer 5 secondes le temps que le produit rentre dans le corps. Donc je me suis dit, je vais me piquer avec la deuxième piqûre. Déjà à ce moment-là, je ne savais plus comment il fallait faire pour me piquer. C'est-à-dire que je me souviens encore à regarder ma seringue, à essayer de faire quelque chose, et mon cerveau ne commandait plus mes mains. J'ai pris mon téléphone pour appeler mon épouse pour qu'elle avertisse les secours. Et là, j'ai juste pu faire 2 mètres, je ne m'en suis même pas rendu compte et je suis tombé au sol. Gérard restera inanimé pendant 30 minutes avant l'arrivée des secours et son transport à l'hôpital. Désormais, toute sa famille est en alerte pour le protéger des piqûres de guêpes. Mon épouse a pris l'initiative de retourner toutes les tuiles. Comme ça, au moins, ça évite que les guêpes viennent nicher dessous, puisque étant retourné, il n'y a plus la possibilité de créer le nid. Et lorsqu'il se déplace, Gérard est extrêmement vigilant. Où que je sois, systématiquement, je vois s'il y a une guêpe. Et ma première question quand je vois une guêpe, est-ce que tu as tes seringues sur toi? Donc là, aujourd'hui, j'ai mes seringues sur moi. Donc c'est vrai que c'est plutôt rassurant. Mes seringues, elles sont dans ma pochette en permanence sur moi. C'est indispensable, puisque lorsqu'une guêpe me pique, j'ai seulement 10 minutes. Donc si je dois rentrer chez moi ou faire des kilomètres, c'est pas possible. Vu la puissance des chocs que j'ai eus, je sais que le prochain peut être fatal. En cas de piqûre d'abeille, de guêpe ou de frelon, vous pouvez appliquer ces gestes. Le plus souvent, la piqûre déclenche une douleur localisée, une rougeur et un gonflement de la peau.
Retirez le dard et sa poche à venin en grattant la peau avec un objet plat, comme une carte bancaire. Si la piqûre est au niveau du cou ou de la tête, un gonflement dans la bouche peut gêner la respiration. Appelez les secours immédiatement et asseyez la personne pour l'aider à respirer. En cas de réaction allergique, allongez la victime sur le dos et surélevez ses jambes jusqu'à l'arrivée des secours. Seule l'injection d'adrénaline peut stopper la réaction allergique. À la campagne, un autre animal plus discret peut représenter un danger. La vipère. Près de La Rochelle, Olivier Lourdet, chercheur au CNRS, étudie les vipères dans ce milieu protégé. C'est bien exposé en tout cas. Lui et son équipe connaissent parfaitement leur terrain de chasse. Elle est sur les roseaux, tout en long. Ah ouais. Donc aussitôt à droite. Aussitôt à droite ? Après le virage. Ah. Une femelle de vipère aspi. Alors là, elle mord parce qu'elle est un peu inquiète. Et on identifie bien la vipère avec les zigzags, les marques dorsales en quinconce qui sont très nettes et qui indiquent espèce venimeuse. Et le corps aussi qui est très court et très trapu. On voit que c'est un animal qui est assez épais avec une queue qui est très courte en fait. Donc là, elle vient de mordre dans mon gant simplement parce que comme elle est saisie, pour elle, elle le vit un peu comme si c'était un prédateur. Alors je fais gaffe à pas trop serrer, ce qui fait qu'elle va se calmer très vite et qu'on voit que l'animal n'est pas du tout agressif et que la morsure est uniquement défensive. La morsure, c'est ce qu'elle utilise quand les sifflements de mise en garde n'ont pas marché, quand la fuite n'a pas marché et qu'elle n'a plus que ça comme mode de défense. Si elle a la possibilité de fuir, ce sera toujours la stratégie qu'elle aura en premier en fait. Donc là, je la pose, je la mets à la rigueur volontairement devant moi. Hop, je suis comme ça. Et hop, qu'est-ce qu'elle fait? Réaction de fuite, sifflement de mise en garde et elle s'en va à toute vitesse. Le risque de morsure de vipère est donc faible. Mais pour éviter de s'y exposer, mieux vaut connaître leurs habitudes. Alors c'est typiquement des animaux qu'on va trouver dans des milieux semi-ouverts, des lisières. Là on est dans un contexte un peu de marais, mais ça peut être aussi des contextes de bocage, de haies ou de lisières forestières. Elles vont aller chasser en périphérie pour trouver des proies, notamment des rongeurs, et elles vont venir dans ces habitats bordiers pour se chauffer. Et pour limiter au maximum les risques de morsure, un bon équipement s'impose. Les points d'attention à avoir, je dirais, c'est que si vous faites des travaux, par exemple, dans un champ et que vous déplacez un tas de bois, par exemple, porter des gants, par exemple, pour ne pas déranger un animal sans s'en rendre compte. Ce serait ça le risque. En nature, piétiner un serpent, franchement, c'est un risque qui est vraiment très faible. Mais là encore, avec des bonnes chaussures que l'on a typiquement quand on fait une rando, il n'y a pas de souci, en fait. Et faire attention dans les secteurs où on marche, où on n'a pas un visuel direct sur le sol. Malgré ces précautions, chaque année en France, Bonjour madame, c'est le centre anti-poison. le centre antipoison du CHU d'Angers reçoit 300 appels liés à des morsures de serpents. Faudrait aller aux urgences, d'accord? Et c'est le bon réflexe, car en cas de morsure, il faut obligatoirement appeler les secours. De toute façon, il va falloir prévoir un transport à l'hôpital puisqu'on recommande toujours une surveillance hospitalière pour les morsures de vipères. Mais en France, les décès sont exceptionnels, c'est moins d'un décès par an. Un décès tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Et en attendant l'arrivée des secours, des gestes simples permettent de limiter la diffusion du venin. L'idée, c'est d'essayer de nettoyer la plaie, de mettre le membre mordu au repos. On évite tout ce qui est incision, garrot. Une fois aux urgences, la victime restera en observation pendant au moins 6 heures. Chaque année, pour des millions de Français, l'été se passe en ville. Ici plus qu'ailleurs, les épisodes de très forte chaleur peuvent vite devenir étouffants. L'été dernier, la France a connu 27 jours de vagues de chaleur. Et dans les logements, il est souvent difficile de faire redescendre le thermomètre. Dans l'appartement, on peut quand même développer des coups de chaleur alors qu'on peut se sentir éventuellement en sécurité parce que la température de l'appartement va monter de façon importante. Le corps ne va pas réussir à réguler la température.
Les premiers symptômes souvent apparaître, ça va être des maux de tête qui vont s'intensifier avec des sensations de vertige, une fatigue intense, on est complètement abattu. Et puis plus le temps va passer, plus les symptômes vont s'intensifier. Dès qu'on commence à avoir des maux de tête, qu'on se sent fatigué, que ça va pas, c'est bien de prendre un avis médical. Mais pour ne pas être victime d'un coup de chaleur, il existe des solutions afin de rafraîchir l'air ambiant. Le plus simple, le ventilateur. Et le docteur Moronval a une astuce en plus. Éventuellement, ce qui est possible, c'est de rajouter en plus une petite serviette humide. Ça va permettre de ventiler de l'air un peu plus frais et de faciliter la thermorégulation du corps humain. Autre conseil, bloquer le rayonnement du soleil. Avant qu'il commence à faire jour et que les rayons du soleil soient trop importants, on va fermer les volets pour éviter que la température monte de trop. Et les rouvrir au bon moment. La nuit, c'est le moment où la température est le plus bas, donc on va profiter de cet instant pour ouvrir les volets et les fenêtres et éventuellement ventiler un petit peu l'appartement. Une fois le logement ventilé, il faut penser à boire régulièrement de l'eau fraîche, mais pas glacée, car la transpiration favorise la déshydratation. C'est important de s'hydrater et alors l'objectif c'est pas de tout boire d'un coup. Le plus important c'est de se boire un verre d'eau comme celui-là régulièrement, toutes les demi-heures à peu près. Lorsqu'on vieillit, on ressent moins cette sensation de soif, d'où la nécessité un petit peu de penser à boire régulièrement pour éviter d'avoir une déshydratation. Et si malgré toutes ces précautions, on ne parvient pas à se rafraîchir, une douche tempérée peut s'avérer utile. L'autre possibilité aussi, c'est avec la serviette, d'avoir une serviette fraîche et de la mettre au niveau des gros vaisseaux. Donc on a souvent le réflexe d'aller mettre la serviette sur le front, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Ce qu'on peut faire, idéalement, c'est d'aller mettre la serviette autour du cou, donc d'aller venir toucher la carotide, les gros vaisseaux, et éventuellement au niveau axillaire ou au niveau du pli de laine, avec ces serviettes fraîches pour favoriser le rafraîchissement du corps humain. Tous ces conseils devraient vous permettre d'éviter un coup de chaleur. L'été, on peut aussi être témoin d'accidents, pouvant entraîner un arrêt cardiaque. Dans ce cas, il faut utiliser un appareil qu'on a tous déjà vu, le défibrillateur automatisé externe. Un appareil essentiel pour augmenter les chances de survie en attendant les secours. Tout le monde est capable de l'utiliser. Pour le prouver, la Croix-Rouge organise à Paris, comme partout en France, des ateliers pratiques. Est-ce que vous avez déjà tous vu ce symbole ou pas ? Ouais, défibrillateur automatisé externe, là c'est le signe qu'il y a un défibrillateur à proximité. Et vous allez voir que c'est une machine extrêmement simple d'utilisation. La première chose à faire, c'est de l'allumer. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. On va pouvoir les placer ensemble. Il y en a un qui se situe au niveau du flanc gauche, d'accord, sous la poitrine. Vous pouvez l'installer aussi. Oui, c'est ça. Et l'autre sous la clavicule droite. Parfait. Après, les électrodes, vous pouvez les interchanger, hein, c'est pas grave. Placer les électrodes ne dispense pas du massage cardiaque. Il faut le poursuivre sans s'arrêter. Continue de masser. Ah, en fait, on continue de masser jusqu'à ce que la machine lance son analyse. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ça me demande de nous écarter. Donc plus personne ne touche les personnes en arrêt cardiaque. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Avant de déclencher un choc électrique, la machine contrôle l'absence de battement du cœur ou la survenue d'un trouble du rythme, la fibrillation. La fibrillation, c'est quoi? C'est que le cœur, au lieu que toutes les cellules se contractent en même temps et permettent d'éjecter le sang, en fait, elles vont se contracter un peu une à une et ça permettra aucune circulation dans le corps. Et bah, si la machine elle détecte que la personne fibrille, elle va envoyer un choc électrique pour venir essayer de resynchroniser le rythme cardiaque de la personne. D'accord? C'est ça ce qu'on appellerait plus relancer le cœur. Et en fait, ça, on estime que ça peut redonner jusqu'à 40% de chances de survie en plus. Donc, petite machine, mais gros rôle. Appuyez sur le bouton. À ce moment-là, il me donne une nouvelle consigne, c'est d'appuyer pour délivrer le choc. J'appuie dès que j'ai cette consigne. D'accord? C'est le deuxième bouton. À partir de là, la machine, elle a terminé son rôle pour ces 2 premières minutes. Ce que vous entendez, c'est le rythme auquel je devrais masser. Donc là, dès qu'elle a fini, je reprends le massage. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les secours prennent le relais. La machine, on va la laisser en place pendant toute la durée de la réanimation, parce que toutes les 2 minutes, elle va relancer une analyse.
En cas d'arrêt cardiaque à la suite d'une noyade, il faut prendre quelques précautions. Certains noyés peuvent être inconscients et ne plus respirer. À ce moment-là, donc on fait pareil, on masse et on pose un défibrillateur. Simplement, je vous avais dit que l'eau et l'électricité, ça fait pas mon ménage. C'est pour ça qu'il va falloir veiller à bien sécher la personne. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple sur le sol des piscines, là, qui est une fine pellicule d'eau, il faudrait venir mettre des serviettes en dessous ou des tapis, venir déplacer la personne et pendant que quelqu'un masse, venir essayer de la sécher un petit peu. Comme ça, vous pourriez utiliser le défibrillateur en toute sécurité. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Il est top ton massage, hein? Des gestes simples que tout le monde peut faire. Là aussi, il est super. Et qui en quelques minutes permettent de sauver des vies. Bon allez, je vous libère. Vous les avez sauvés, bravo. Pendant l'été, alors que le mercure grimpe en flèche, qui ne rêverait pas de se rafraîchir dans une piscine? À condition de respecter quelques précautions. Car vous allez le voir, le chaud et le froid ne font pas bon ménage. Si vous aimez lézarder au soleil, un plongeon trop brutal dans l'eau peut provoquer un accident grave. L'hydrocution, liée à un choc thermique. D'un coup, d'un seul, on va donc sauter dans l'eau, refroidir brutalement notre corps. Et donc en quelques secondes, on peut avoir un phénomène de perte de connaissance dû à la mauvaise irrigation du cerveau. Sous l'effet de la chaleur, les vaisseaux sanguins sous la peau se dilatent pour maintenir la température corporelle à 37 degrés. Dans le même temps, le rythme cardiaque augmente pour accélérer ce processus de refroidissement. Mais une immersion brutale dans l'eau froide provoque l'effet inverse. D'un coup, avec ce choc thermique, le cœur ralentit pour faire baisser la pression artérielle, ce qui réduit l'afflux sanguin vers le cerveau. Cela peut entraîner un malaise vagal, voire un arrêt cardiaque. Le sauvetage doit être extrêmement rapide, en commençant par sortir la victime de l'eau, comme lors de cet exercice. Vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux, c'est les sauveteurs. Monsieur! Là, il est inconscient, il répond pas à mes injonctions, donc il faut que je vérifie s'il respire. Pour vérifier s'il respire, je vais devoir faire une bascule prudente de la tête en arrière pour libérer ses voies aériennes. Je vais lui ouvrir la bouche, vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur, et je vais venir écouter sur 10 secondes s'il respire ou pas. Je fais face à une personne qui est inconsciente, mais qui respire, donc je vais devoir la mettre en PLS. La PLS, pour position latérale de sécurité. Je vais aller chercher sa main opposée et la plaquer contre ma main pour la coller contre sa joue. Ensuite, je vais venir chercher le creux extérieur du genou, le lever. Et là, avec un simple mouvement de bascule du genou, la hanche va suivre et tout le reste du corps va basculer. Une fois que c'est fait, je prends appui sur son épaule pour retirer ma main. Je prends un appui sur sa hanche et je vais venir finir ma PLS en verrouillant la position sur le côté, en ouvrant au maximum son genou. Ça va permettre de libérer les voies aériennes et aussi de faciliter l'évacuation de mucosité ou de vomi si la personne vomit. Et une fois que c'est fait, par contre, il faut toujours, c'est très important, que je vérifie si son état n'évolue pas. Donc je vais mettre ma main sur son ventre, lui ouvrir la bouche et vérifier si la respiration est toujours présente. Heureusement, des gestes simples limitent le risque de choc thermique. Alors la précaution première pour éviter une hydrocution, c'est de se mouiller progressivement, particulièrement le visage et la tête, car c'est le lieu où effectivement les échanges thermiques sont majeurs, et également tout le corps, et seulement après rentrer progressivement dans l'eau. Donc on évite tout plongeon brutal après un bain de soleil d'1 heure, 1 heure et demie recto verso. Les piscines collectives ou privées sont aussi le terrain de jeu favori des enfants. Et lorsqu'ils ne savent pas nager, il suffit de quelques secondes pour qu'ils échappent à la surveillance des adultes. Filmé par une caméra de surveillance aux États-Unis, ce petit garçon se débat avant de se noyer et de perdre connaissance. Alerté par des cris, un voisin parvient à le sortir de l'eau.
avant d'entamer un massage cardiaque qui lui sauvera la vie. Chaque été en France, 50 enfants de moins de 13 ans perdent la vie à la suite d'une noyade. Et la plupart de ces accidents surviennent dans des piscines privées. Les enfants en bas âge n'ont pas la connaissance du risque. Par exemple, il y a un ballon dans l'eau, c'est sympa le ballon, je vais aller chercher le ballon, sauf qu'en fait j'ai pas pied et je sais pas nager. L'enfant peut se retrouver dans l'eau et il peut commencer par boire la tasse et ensuite ça peut aller très très vite. La vigilance est donc essentielle, car dans la moitié des cas, un défaut de surveillance est à l'origine de l'accident. Le téléphone portable quand on est à la piscine, il faut le ranger. Voilà, on est en train de surveiller son enfant, on peut pas regarder son téléphone portable, on peut pas lire un livre, c'est pas possible. Une vigilance de tous les instants s'impose aussi dans les piscines collectives. Dans cette autre vidéo, les nombreux baigneurs ne remarquent pas qu'un enfant est en train de se noyer à côté d'eux. Et il faut l'intervention d'un maître nageur pour le sauver. Quand on arrive au bord d'une piscine, je conseille aux parents d'équiper rapidement leurs enfants de brassards avant même de passer les douches. Voilà, vous êtes dans le vestiaire, votre enfant s'est changé, vous mettez tout de suite les brassards. Parce qu'à partir du moment où on est au bord de l'eau, l'enfant est en danger, il peut trébucher, tomber dans l'eau ou tout simplement s'enfuir, vous avez perdu la vigilance et votre enfant se retrouve dans un milieu dangereux pour lui, sans éléments de sécurité, sans les brassards. Pour prévenir les risques de noyade, les piscines privées doivent être équipées d'un dispositif de sécurité. Barrières, alarme, couverture ou abri, et il faut veiller à vérifier la présence de ces équipements sur son lieu de vacances. Le meilleur moyen de surveiller vos enfants reste encore de jouer avec eux. Voilà, vous n'avez plus qu'à préparer vos valises, sans oublier de prendre une trousse de premier secours, toujours utile en cas de blessure ou d'accident. Maintenant que vous connaissez les gestes qui sauvent, vous êtes prêt à faire face aux principaux dangers de l'été. Pour en profiter, l'esprit léger.